Bienvenue à un nouvel épisode du dernier podcast. Aujourd'hui, je reçois un comédien, un humoriste, un auteur Ouais. que j'aime beaucoup, qui est très talentueux. Plus besoin de le présenter. Il est à la fois humoriste, il a rempli des salles. Vous l'avez vu aussi dans plein de séries à la télé. Vous l'avez vu au cinéma. Vous l'avez vu notamment dans Plus belle la vie, pour ceux qui se souviennent, dans Falco, c'est ça aussi? Ouais. Dans Falco. Ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour le gars qu'on appelle Calvin Winson. Calvin. Calvin. Merci d'être venu, Calvin. Merci à toi, Dikosh, de m'avoir invité dans ce podcast qui est le dernier, en tout cas. Les derniers podcasts. Les derniers. On sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. D'accord, moi ça commence. Donc merci à toi et ouais, ça fait plaisir d'être là. Hein. Merci. Calvin, Ouais. dis-moi, comment tu vas? Écoute, ça va, fatigué, mais ça va, on est là, on est content parce que déjà le Congo est passé, donc c'est une bonne chose. Voilà, Congo, voici, voilà, Ah, les gens oublient que Calvin est congolais, mais lui, c'est un Congolais pire, donc Ouais, c'est pas pur, hein, c'est pire. Pire. Pire et dit. Putain, oui, Bretigny, ça. Dans le centre Bretigny, sport-études. Ouais. Après, il y avait des clubs comme Rennes et tous ces trucs-là qui étaient intéressés. Et ce que j'ai appris bien après, malheureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es blessé, du coup? Je me suis blessé. Après, j'ai été déçu de ma dernière année en 7 nationaux, pardon. Et je me suis blessé, j'arrivais plus à revenir à mon niveau. Et je m'étais jamais blessé de ma vie. Ouais, c'est dur les blessures de revenir. Putain, je savais pas que t'avais fait du foot à un niveau. Je savais pas ça. Et ouais, et du coup, ça s'est arrêté à mes 17 ans. Je suis reparti jouer au foot dans un club régional qui était bon aussi, à Meudon. Le club de Samuel Moutoussamy, celui qui est notre voilà, notre E6, comme on dit les Congolais, notre E6. Et donc je suis revenu à ce club-là et c'était juste pour jouer. J'ai perdu le goût clairement. Mais le problème, c'est que toute ma vie, c'était censé être le foot. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? C'est vrai et j'ai un peu le même parcours où j'ai fait du basket à un bon niveau et après fallait choisir, moi c'était les études ou le basket, et au bout d'un moment aussi, moi faut être aussi sincère, hein, tu sais, soit vraiment tu y vas à fond dans le sport, ou soit faut passer à autre chose. Totalement. Et donc moi après, oui, effectivement, après les études j'ai arrêté et je suis allé sur les scènes. Mais du coup, comment est-ce que t'es passé du sport à si j'ai bien compris, c'est ta mère qui t'a dit en fait, elle me voyait en dépression et comme je le dis souvent, c'est quand tu sors de la dépression que tu sais que t'es en dépression. Ouais. Et moi, j'étais en dépression pendant près de 2 mois, c'est-à-dire que je partais plus à l'école parce que je voulais plus aller à l'école. J'étais que dans mon lit à dormir et à lire la Bible, je me rappelle très bien. Et ma mère, elle m'a dit, bon. Oh, ça, mais là, quoi. Ouais, j'ai pris de temps en temps, ça m'arrive. C'est vrai. Je prie énorme. Ces temps-ci, vraiment, je prie. En tout cas, j'essaye d'être à fond dans la prière. Mais à l'époque, ouais, je lisais que la Bible et je dormais. Et ma mère, elle m'a dit, je crois que ça faisait 2 mois qu'elle me voyait comme ça. Elle disait rien. Mon père me disait rien aussi, mais ma mère, elle était vraiment touchée par ça. Et elle m'a dit, bon, toi, t'aimes bien faire rire, t'aimes bien les cinémas. Pourquoi tu ferais pas du cinéma? Le foot, c'est fini, ok. Mais peut-être le cinéma, c'est fait pour toi. Et je lui ai répondu comme tout homme noir en 2011. Ouais, c'est ça. Quel noir va faire du cinéma? Il y a qui à 17 ans à la télé? Où je peux dire que lui il a fait, donc je peux le faire. Personne. Il n'y avait pas de noir en fait à ce moment-là à la télé, à part on a eu Mousse Diouf, heureusement qu'il était
Les unités centrales. Voilà, unité centrale. Des blocs, donc. Tu déposes ça, tu dis ouais, ça, en tout cas, je peux voyager sur le net. T'étais dans un appartement, mais ton ordinateur, c'était un immeuble. De ouf. Tu te souviens ou pas? On appelait ça des tours. C'est pas pourquoi on appelait ça des tours. C'est balèze, c'était gros, tu t'appuyais le bouton. La nuit, j'appuyais le bouton, le daron dans la chambre. Yo! Éteins l'ordinateur, il est trop tard. Parce que c'est pas discret. Attends, ça faisait trop de bruit, c'était un truc de ouf. C'était un avion qui décollait. C'était trop. Arrête Windows. Ouais, non. C'est trop de bruit. On a fait le bruit de Windows. Ça faisait trop de bruit. On a fait le bruit du modem. Ah non, le modem, ça faisait trop de bruit. Ouais, on dirait que tu connectais avec des aliens. C'était un truc de ouf. Non, vraiment, c'était beaucoup trop. Et du coup, ma mère, elle va sur Internet, elle tape sur Google d'ailleurs. Google. Donc, Google sur Google. Elle a tapé Google sur Google. Ouais. Ça, c'est un bail que je fais quand je suis fatigué. Mais je me rends compte que je suis fatigué quand je vais sur Google et que je tape Google. Mais ça, elle connaissait pas, donc elle tape ça. Et après, elle tape école de cinéma. Et la première école qui est sortie, elle a appelé, elle a dit, est-ce que vous pouvez prendre mon fils? Mais non. Et Dieu fait tellement bien les choses que c'était une école où ma mère, c'était très important que ces diplômes-là soient reconnus par l'État. Donc elle est tombée sur une école qui reconnaissait ces diplômes. C'est très important. Très important. Nos darons, je sais pas pourquoi, ils voulaient des diplômes avec le tampon. Voilà. Vraiment. Mais moi, c'est placardé encore chez moi. Exactement. Je veux le tampon. Ils veulent ça. S'il n'y a pas les tampons, rentre à la maison. Va chercher. Va me chercher les tampons parado. Donc, du coup, ma mère, elle voulait ce truc-là. Et j'ai fait un test de 1 semaine d'ailleurs. Et je connaissais pas du tout. Et moi, j'ai jamais fait de théâtre. Ouais. Donc, du coup, je vais là-bas. J'ai été pris. Là, t'as quel âge déjà? J'ai 17 ans. Ouais, non. 17 ans. Et en même temps, je le fais. Et je suis pris. Et après, je fais 2 ans et demi de cours de théâtre dans cette école qui est l'école internationale de Béatrice Brou. Lourd. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Et je crois 2 ans après, j'ai fait mes premiers castings. Bon, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Dis-moi. Parce que on va aborder un sujet super intéressant déjà. Mais avant, c'est déjà, je veux savoir quel était ton poste au foot. Ah, mon poste, je suis gaucher. Donc, j'étais... Arrière. Non. Ailier. Non, ailier. J'étais... Ah non. J'ai commencé attaquant et je suis passé après en milieu gauche, mais plus attaquant gauche en 4-3-3, quoi. Donc là, toi, en vrai, t'as du jeu, quoi. J'ai encore mon pied gauche. C'est tout ce qui me reste. Enfin, moi, je suis connu pour être rapide. J'étais très rapide avant et très vif. Et là, maintenant, cette vitesse, je l'ai encore, mais le problème, c'est que le cardio, bon... Mais tu joues encore, du coup? De temps en temps, on fait des failles, ouais. Surtout ça, on fait des failles, ouais. Et deuxième truc, c'est très intéressant. Elle est très intéressante, ton histoire. Pourquoi? Parce que il y a un terme que je voulais aborder avec toi, c'est la dépression. La dépression chez les Renois. Moi, j'ai grandi dans un milieu où c'est pas des sujets dont on parlait, tu vois. On savait qu'il y avait des moments difficiles. Et quand il y a des moments difficiles, c'est pas, moi, le mot dépression, je l'ai jamais entendu autre part qu'à la télé ou que chez des potes qui n'étaient des blancs. Non, il faut dire les termes. C'est parce que à la maison, on en parlait. On parlait pas. Il y avait des moments difficiles, tu vois, mais jamais quand il y avait quelqu'un qui allait pas bien, on disait oh il est déprimé non. ou oh il faut qu'il aille. Non. Il faut qu'il aille voir un psy. La question que je te pose, est-ce que tu penses que les Renois peuvent déprimer? C'est une question bête. Mais est-ce que les Renois, on va se la poser comme ça, on pose le débat. Est-ce que les Renois ont le droit de déprimer? Est-ce que les Renois dépriment? Parce que souvent, il y a cette espèce de légende comme quoi, les Renois, on déprime pas. Ouais. Ça, c'est un truc pour les Blancs. Ouais. Non. Alors qu'en vrai, il y a plus ou moins la réponse dans la question. En vrai, on est tous pareils, tu vois. Mais en fait, tu penses quoi, toi, ça? Ben, on est humain, tu vois, on est humain, c'est pour tout le monde. C'est juste qu'en fait, dans notre culture, l'homme noir, et même la femme noire, faut dire les termes, c'est que les noirs, tout simplement, on est dans un truc à tes souhaits. On est dans un truc où, en fait, nos sentiments sont très loin de nous. C'est pour ça qu'on est dans un truc où l'homme noir n'est pas et que dur. La femme noire doit refouler ses sentiments. C'est pour ça qu'on est aussi dans le truc que les Congolais, surtout les femmes, ils ont la phrase du Kanga Motema. Tu vois, le Kanga Motema, pour les gens qui ne comprennent pas le lingala, en vrai truc, ça veut dire ferme ton cœur. Ouais. Donc limite, en fait, ton mari t'a trompé, Kanga Motema, c'est pas grave, c'est comme ça. La vie c'est pas Kanga Motema, c'est pas. Et en fait ils ont un truc où en fait on refoule énormément nos sentiments et c'est comme ça ça arrive avec des problèmes où nos parents ont tous la tension
Terré. Bah oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de darons. Ah, non, attention. Tous, ils ont l'attention. Mais c'est normal, ils auront fait tellement de choses. Grave. Et c'est pas que le sel en plus, c'est vraiment les soucis. C'est les soucis. En fait, l'homme noir, quand il a des problèmes, ne peut pas dire qu'il a des problèmes à sa femme limite. Ou il doit pas en parler. C'est-à-dire qu'il doit trouver des solutions tout seul. Comme si c'est Superman. Mais à un moment donné, en fait, t'as des problèmes de tension. On a un problème cardiaque. J'ai des problèmes de cœur. Il y a des trucs. Et parce qu'en fait, on refoule énormément et il faut pas oublier que des fois, quand tu gardes beaucoup en toi, ben, le corps, il parle à la place. De ouf. Et après, tu te retrouves avec problème de tension, problème cardiaque. Oh, tachycardie. Oh, Banine, bah, palpite. Comme il dit, bah, congolais. Tout est marrant. Tout est marrant. Le mec, il est littéralement en train de mourir, mais à partir du moment où il dit, Nana palpite. Et voilà. Nazo yo bah palpite vraiment non mon afflou hein. Nini palpite. Docteur, il arrive il va voir le docteur et lui dit au lieu de dire qu'il a mal au cœur, docteur, le docteur c'est un français, c'est Jean-Marie. J'ai des palpites. Quoi? J'ai des palpites. Le cœur fait des toucous de mon bobo. Il a dit des tout-coups. Ils savent pas expliquer leurs problèmes. C'est ça aussi le problème. Ils savent pas expliquer. Oh là, bah, sentiment, bah, tout-coup. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Non, bah, palpite, je vois flou. Ouais. Donc, et la seule solution qu'ils trouvent à ça, c'est, faut vraiment arrêter les sels. Maintenant, je vais manger sans sel. Sans sel. C'est pas d'autres problèmes après, c'est d'autres problèmes où tu t'ouvres. Et c'est très compliqué, comme je te dis. Donc, en fait, je trouve que la dépression, elle est là, mais en fait, ils veulent l'invisibiliser énormément parce que ça fait pas partie de notre culture et parce que nous, on va se cacher derrière trucs, ça, c'est des trucs de blanc. Tu vois, quand t'as du stress, ah, t'as le problème, faut voir les psychologues, comme dit les psychologues. Fallait voir un psychologue. Ah, nous, on n'est pas les blancs à voir les psychologues. Tu vois, donc, en fait, on cache beaucoup ce genre de trucs et quand tu vas dire à tes parents que tu es dépressif ou autre, ils vont dire fait ce court-métrage PMA qui est sur MyCanal d'ailleurs si les gens veulent le voir. Ouais. Et elle parle de la dépression et de tout ça en fait et que la première chose qu'on te dit quand t'es dépressif ou que tu te sens pas bien, va à l'église en fait. Ouais. Mais des fois c'est pas forcément ça en fait, tu vois, je veux dire. Et non, c'est un tout. C'est un tout. Comme j'ai toujours. Certains trouvent la paix là-dedans. Il faut. C'est bien, mais comme je dis souvent, c'est que Dieu a. C'est pas la réponse à tout parce que Dieu a donné aussi l'inspiration à certaines personnes. Tu vois, comme on dit je suis malade, je vais prier. Dieu a donné intelligence aux médecins pour te soigner, c'est pas pour rien. Je veux dire ou pas, utilise les dons que Dieu a donnés à ces gens-là en fait. Des fois, comme on dit, et toi le ciel t'aidera, donc fais le premier pas pour que Dieu aide à faire le deuxième pas. Donc t'es malade, tu sais, va voir un médecin. Sois pas. Il y a beaucoup de tantiers, on en a entendu, ils sont morts comme ça. Mais ça c'est de la bêtise ça. Oui, c'est de la bêtise, mais il y en a, mais parce qu'ils pensent que c'est je prie donc c'est bon. Mais en fait, soigne-toi, t'as une plaie ouverte. J'ai révise pas pour mon diplôme, mais j'ai pris. Oui. Et t'arrives le jour du diplôme, tu crois que le Saint-Esprit va tomber sur toi, mes gars. Non, apprends, fais quelque chose en fait. Toi, le ciel t'aidera. Non, c'est lourd. Donc, toi, dans ta vie, il y a une grosse dimension spirituelle, si j'ai bien compris. On reviendra dessus, je pense, juste après. Mais ce qui est intéressant, toi, dans ton histoire, c'est que c'est ta mère, en fait, qui a vu que tu déprimais et qui a dit, mon fils déprime. Il faut qu'il fasse quelque chose. Je trouve ça lourd. Bah, quand je dis que c'est grâce à ma mère que j'ai fait ce métier-là, il y a beaucoup de gens, donc mes confrères, mes frères noirs et tout ça, qui me disent tu de ouf parce que moi j'ai dû me battre pour faire accepter à mes parents que je voulais faire des vidéos ou monter sur scène ou être acteur. J'ai dit non, moi c'est ma mère qui m'a mis dedans. C'est lourd. Ben, tu sais quoi, moi j'ai fait des études. T'as vu, moi, mes parents voulaient que je fasse des études, tu vois. Et ils voulaient vraiment que. T'as vu comment ils sont nos darons, ils veulent des diplômes et tout. Donc, par respect, moi, j'aimais pas trop l'école, mais par respect, j'ai continué à faire des études. Et puis, de toute façon, au bout d'un moment, t'as ton bac, mais tu sais pas ce que tu veux faire. Oui, tu fais quand même. Donc, tu continues. Oui, donc tu le fais et tu continues les études. Et moi, j'ai réussi à pousser, malgré ma petite intelligence, jusqu'à bac+5, tu vois. Et j'ai eu le diplôme.
Et à chaque fois je ramenais le diplôme, je voyais la fierté dans les yeux de mon père surtout. Ouais. Franchement, il y a une chose qui l'a rendu fier dans sa vie, c'est le fait, mes études, le fait qu'il vraiment, quand je le voyais appeler le bled, dit, oh, mon fils a eu le bac. Il était vraiment fier, tu vois. Oh, mon fils a eu ça, bac plus 5. Oh, il était vraiment fier. À chaque diplôme que j'emmenais, il était vraiment fier. Mais moi, je sentais que je voulais pas faire ça, tu vois. Je sentais que ce monde, ça allait vraiment me ronger, en fait. J'allais pas tenir une vie avec ça. Et je me suis lancé dans la comédie, mais j'avais honte de dire à mes parents. Je me suis dit, je peux pas dire à mon daron, je peux pas dire à ma daronne peut-être un peu plus facilement, mais je pouvais pas dire à mon daron et voir la déception. J'avais peur de voir la déception sur son visage. Voilà, t'as vu, j'ai bac plus 5, tu vois, bac plus 5, je travaillais dans une banque en tant que cadre, tu vois. J'avais honte d'aller le voir et lui dire, écoute, je laisse tout tomber et je vais faire la comédie. Parce que j'avais l'impression de cracher sur tous les sacrifices qu'il avait fait, tu vois. Nos darons, ils sont venus ici, ils ont laissé le bled, ils ont laissé leurs frères et sœurs, il était content. Je comprends, mais c'est-à-dire quoi? Donc, moi, tant que je n'avais pas un vrai rôle récurrent ou un vrai truc, une vraie situation, je voulais pas dire à mes darons. Je l'ai dit que quand ils l'ont su, parce que quand ça commençait à péter, les gens commençaient à l'appeler, ton fils et tout, ton fils et tout. Ton fils. Là, j'ai dû le dire au bout d'un moment, mais c'est lourd, mais je trouve ça lourd que ce soit ta daronne qui l'a. Moi, c'est vraiment ma mère qui m'a poussé, et je comprends ce que tu veux dire dans, tu sais, les parents et tout. Parce qu'en fait, faut savoir aussi, pour les gens qui ne savent pas, dans la culture congolaise, les acteurs, les gens qui font les théâtres, comme on dit chez nous, ils ont pas forcément une bonne image. Parce que les gens les voient encore dans les mêmes bus, pas des voitures de fous. Et en fait, ils sont en mode, mais toi, tu veux faire les trucs, clown, en fait, tu vois, les trucs. Et c'était pas, et en plus, dans les années où toi, t'as commencé, c'est peut-être les mêmes années que moi, 2013, 2012. Exactement. C'était pas, il y avait pas les réseaux pour voir tous ces gens-là, les Renois maintenant qu'on voit avec de l'argent, qui avancent, qui sont mis en avant. C'est pas le cas. Donc, en fait, quand t'allais dans ce métier-là, tu t'étais tout seul. Parce que là, tu vas aller dans un cours du cours Florent, tu peux trouver au moins 5-6 Renois. À l'époque, mais t'es toujours le seul Renoir. C'est vrai. Tu veux dire ou pas? T'es toujours le seul Renoir et il y a un rebeu. Et du coup, comme nous, on est très quartier, donc on va s'affilier, la seule personne qui fait un peu quartier. Tu vas parler à la rebeu, elle dit non, mais c'est faux, totalement. Non, moi, je viens d'Avignon. Tu vois, donc, t'es perdu. T'es tout seul dans ce game et tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je fous là? Donc, je comprends par rapport à nos darons, c'est vraiment un autre truc. Moi, par rapport à mon père, c'était la même chose que toi. Moi, mon père, il a vraiment donné l'argent pour l'école, mais il était en mode, je te donne parce que c'est ma femme qui m'a dit de te donner, mais je t'aime pas trop, toi. Tes bêtises là-bas. Tes bêtises là. Tes trucs là, il fallait faire la comptabilité, je t'avais dit. C'est exactement. Moi, c'était l'informatique. C'est toi, moi, c'était comptabilité. L'informatique, moi, c'était l'informatique. Comptabilité, à un moment donné, il a ramené un tonton. Il a dit parce que, apparemment, les nouveaux trucs, c'est les trucs des chaufistes là. Des trucs, des frigos. Si tu travailles dans les frigos, tu peux faire ça même à Kin. À un moment donné, tous les Congolais étaient dans les bails de frigo. Tous les gens étaient en mode, il faut que les enfants fassent les bails de frigo. Donc c'était un truc de ouf. Donc mon père, moi, il était pas chaud, mais il payait quand même les cours. Et puis voilà. La chose qui a fait que moi, mon père s'est calmé très vite, c'est parce que dans mes 2 ans, donc j'ai eu le diplôme et à la fin de l'année, j'ai fait mon premier casting et j'ai été pris. Et je lui ai ramené le chèque, paf. Et il a vu genre 800, 900 euros comme ça. Alors que tout de suite, il a retrouvé la vue. Ça va, hein? C'est bon. Allez, j'enchaîne. Petit, continue. De ouf. Continue. J'enchaîne avec Nike. Donc Nike, c'était placardé partout. Alors. Donc il était en mode, mais l'année d'après, Festival de Cannes. Il était en mode, petit, ça va, hein? Mais le pire, c'est pas ça. C'est que l'année d'après encore, j'ai enchaîné avec Plus belle la vie. Et là, j'étais tous les jours à la télé et les tontons, apparemment, ils regardent. Donc il appelle. Les tontons, ils appellent. Félix, maintenant, moi, les petits naïfs, j'ai vu ton petit là. Il a dit, ouais. Oui, non, c'est moi, je l'ai mis là-bas. C'est mon fils, oui. C'est moi, je l'ai scenté, même. Voilà. Je l'ai accouché, cet enfant, je l'ai accouché. Mon daron, il était fier, hein, oui, c'est mon fils, oui. Oui, c'est ça, tu vois. Et en fait, moi, comme je te dis, les darons, et ça, je le dis souvent, je prends le parallèle du foot. C'est beaucoup le truc de les parents, ils veulent directement les matchs, ils veulent pas voir les entraînements. C'est pour ça qu'ils te sortent des phrases. Mais toi, pourquoi tu n'es pas Barcelone comme les autres, là? Ils veulent pas que les entraînements, ils veulent directement le succès directement. Ils veulent pas la bagarre. Ils veulent pas dire que toi, tu as fait 7 castings. Dans les 7, t'as été pris que dans 1. Et ils veulent que si tu fais les 7 castings, à la fin, il faut qu'ils disent t'es pris. Donc, en fait, mon père, il avait besoin de
de succès direct. Donc, j'ai de la chance que j'ai pu enchaîner et me faire montrer ça. Ouais, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés aussi. Oui. Moi, je pense que moi, je sais que, par exemple, je disais pas à mon daron que je cherchais pas de boulot. Mais lui, il m'appelait genre toutes les semaines pour me demander alors t'en es où dans tes recherches et tout. Mais parce qu'il s'inquiétait en fait. Je pense qu'il s'inquiète. Il s'inquiète. Et si je lui dis que je vais, si tu dis à ton daron aussi à cette époque on devait dire à nos darons qu'on voulait passer des castings ou qu'on voulait, ils auraient paniqué en fait. Ils auraient paniqué. Parce qu'ils connaissent pas. Parce qu'ils connaissent pas. Mais même nous déjà. Même nous on connaissait pas. Même nous, t'es en Hesse, tu vois, donc t'allais pas leur donner du stress en plus. De ouf, et surtout que nous. Ils ont les palpites. Des vrais palpites. Ils ont les palpites. On a des palpites, on a des palpites. Tout le monde est palpitaire. Tout le monde est palpité. Donc toi, tu es palpité, tu vas pas palpiter ton père aussi. Non, mais c'est vrai, parce que même dans les cours, je pense que je sais pas si ça t'a fait ça. Moi, quand je suis rentré dans les cours au début, je comprenais rien. J'ai pas pris de cours. Ah, toi, t'es. Moi, je suis allé au charbon, je me suis pris des fours sur scène. Ah, toi, t'es fort, toi. Ouais. Moi, j'ai pris des cours, et dans les cours, frérot, je même me posais des questions. Qu'est-ce que je fous là? Non, mais je peux même pas leur dire ça. Ça se passe bien, oui. Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va. Ça s'est bien passé. Alors que t'as envie de dire, putain, j'ai envie d'arrêter, je comprends rien. Ça me parle de Ruy Blas, ça me parle de je sais pas quoi, je connais pas. Oh, fais des trucs, je connais pas. Je comprends pas ce que je dois faire. Donc en fait, à un moment donné, j'étais là, pendant 1 an, je regardais. Je montais pas trop sur scène, je regardais les gens. Pendant 1 an. Mais sauf que je me dis, mais mes parents, ils payent. Je peux pas leur dire que je regarde. Ouais, bah oui. Tu vois? Et je me pose des questions parce que s'il y a la peur de ce métier qui est vraiment dans la sécurité totale, c'est la bagarre des castings. Je leur dis pas que j'étais le 150e, que j'ai le tableau là où il y a écrit en ardoise à l'époque et que tu prends la photo comme ça, écrit 150. Tu peux pas dire ça que t'étais le 150e, donc tu sais déjà que ça va être chaud pour qu'on te prenne. C'était chaud, c'était trop chaud. C'est un métier vraiment pas facile, mais comme tu l'as dit, on peut pas parler de ça. Il est particulier ce métier parce que nous on est dans l'humour, on est dans la comédie. Et de façade, c'est un très beau métier. Oui. De façade, c'est un très beau métier. C'est pas que de façade. Dans le fond aussi, c'est un très beau métier. On montre le meilleur visage de nous-mêmes. Tu vois. On est tout le temps heureux. On essaye de partager de la joie, de donner de la joie aux gens. Mais paradoxalement, je connais beaucoup d'humoristes qui vont pas bien, tu vois, qui vont pas bien et il y en a aussi qui vont très bien, tu vois, mais il y a aussi paradoxalement aussi là où je voulais en venir, c'est que on vit des vies comme tout le monde en fait. Certes, on a l'air d'être heureux, on est heureux, on vend du rêve, on est heureux tout le temps sur scène et tout, mais quand on sort de scène, on a les mêmes vies que tout le monde en fait. On a les mêmes soucis. On a des problèmes, on passe par des hauts, par des bas, par des phases joyeuses, par des phases de dépression, toi. Et toi, comment tu le vis, toi, ça, au quotidien? Moi, je le vis, comment expliquer? Là, t'es dans une phase, admettons, là, je suis dans une phase down un peu, je suis vers le bas plus parce que, j'ai enchaîné des mauvaises nouvelles, on va dire. Ouais. C'est plus ce truc-là. Donc 2023 a été une année très compliquée pour moi, même si je trouve que ça a été une année révélatrice, parce que 2023, donc en mai, le 17 mai, j'ai perdu mon père. Et après ça, j'ai enchaîné. C'est-à-dire que on est avec Zatis, on ne joue plus à l'Apollo. Ouais. Donc on joue plus à l'Apollo. On a des dates en 2024, on a encore des dates en tournée et tout ça. On a changé de production. Ouais. Du moins là, on est en attente de changement, donc on est dans le processus. Donc plus le même argent. Moi, j'ai aussi eu cet appel de moi-même où je me suis dit j'aimerais monter aussi sur scène. Besoin de parler. Peut-être seul, que c'est ma thérapie. Ouais, seul. Parce que t'étais déjà sur scène. Voilà, je suis déjà sur scène avec Zatis, mais là j'ai envie de le monter en solo et de parler un peu de moi. C'est peut-être une thérapie, comme je le dis. Donc je suis dans la recherche, même si je suis content parce que je sais ce que je veux dire sur scène maintenant, je sais ce que je dois faire, comment utiliser mon art, j'ai compris, et c'est encore le côté très spirituel. Et du coup, tout ça c'est une année compliquée parce que j'ai perdu mon père, j'ai perdu plein de choses, l'argent aussi, mais en même moment, j'ai compris à ce moment-là ce que je devais faire de ma vie. Donc c'est très paradoxal. Tu vois, je vais dire au passé. Ouais. Je me suis trouvé dans la douleur. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, je veux dire. Et c'est très paradoxal de se trouver dans la douleur. C'est comme si j'avais besoin de vivre tout ça pour pouvoir savoir ce que je dois faire vraiment. Tu vois.
Ouais, ben c'est souvent dans la douleur que les esprits se forment. En vrai, ça m'étonne pas du tout, tu vois. Mais ouais, effectivement, quand t'es comédien, c'est particulier, hein, parce que les gens voient que les beaux côtés, que le beau côté. Mais en vrai, on a des vies comme tout le monde, en fait. Et tu déprimes. Et t'as des fois où bah et souvent les dépressions sont souvent liées aussi au haut et au bas dans ta carrière, tu vois, aux moments plus ou moins difficiles aussi financièrement ou autre. Ouais, ou autre. Et c'est cool. Et est-ce que quand ça va pas, comment est-ce que tu gères tout ça? Tout à l'heure, tu nous parlais de ta foi. Ouais. Là, c'est vraiment ça. Je la gère avec ma foi. C'est-à-dire que je reste bloqué à toutes les paroles dans la Bible, parce que je suis chrétien. Donc, il y a des paroles. Tu vas à l'église et tout, tous les dimanches? Malheureusement, non, je n'ai pas encore d'église. Donc, je sais que les gens qui vont m'écouter vont vouloir me recruter comme si j'étais Mbappé. Non, ces frères-là, ils prient fort. Voilà. Il y a une église à Argenteuil. Ils aiment trop donner des églises noires en plus. Jamais c'est des églises à côté, les gars. Toujours, il y a une église à Creil. Oh, toi aussi. Dès que tu veux m'envoyer où il y a des péages, c'est plus une église, là, c'est un pèlerinage, le truc. Je mets un album de gospel congolais où c'est très long. On n'est pas encore arrivé, l'album, il a fini. Non, les gars. C'est compliqué. Non, mais. Il a dit à Creil. Ils aiment pas redonner les églises trop loin. Oh, tu sais, moi, j'ai une église à Beauvais. Beauvais! J'ai déjà reçu ça, un message. Hein, mais non. J'ai déjà reçu des messages. Maintenant, j'ai une église à Meaux. J'ai dit, mais tu sais où j'habite, moi? Je vais aller à Meaux, frère. On les réveille en plus à 8h. Ça veut dire que je vais me réveiller à quelle heure? 5h. Mais là, c'est vraiment, je crois vraiment trop en Dieu, là. Là, tu vas au paradis. Voilà. Là, faut m'appeler Diacre et Mardoché ou je sais pas. Ah ouais, frère. Fabrice. Je gère la chorale et tout. C'est un truc de ouf, là. Là, je suis avant même le pasteur. Avant le pasteur, il est là, gars. Il est là. J'arrive là, c'est moi qui change les sièges et tout. Ouais, placez-vous là, sois béni. Non, bref. En tout cas, non, c'est vraiment. T'es un miracle. De ouf! Le miracle. En mode, il est là. Ce frère-là, il se lève tous les jours. 4h du matin. Donc, tu dois croire en Dieu. Si lui, il le fait, tu peux le faire. Le pasteur, il fait des prêches que sur toi. Sur moi. Sur le courage. Le courageux, cet enfant. Il me fait penser à un enfant dans la Bible, si vous regardez à Corinthiens. Job, il a vécu des choses. On l'a mis dans la baleine quand même. Mais lui, il arrive à avancer. Vous savez, c'est jour Châtenay Malabry. Vous savez, c'est où? Mais il vient quand même à mot. Allez, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Non, mais c'est une dinguerie, mais c'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment la foi qui fait que je tiens à cette heure-ci. Je prie énormément. On dit qu'on doit prier sans cesse, donc je prie énormément et j'essaye de me tenir aux paroles, tu vois. Je me dis que quand il a dit ça et que c'est vrai, donc vas-y, c'est pas facile, mais je dois avancer. Et comme je t'ai dit, j'ai trouvé mon but dans mon nouveau spectacle, en tout cas. Je sais que le spectacle va s'appeler La force de la parole, parce que je sais que dans nos paroles, il y a de la force, tu vois. Comme on dit, avec ta bouche, tu béniras et avec ta bouche, tu maudiras. Donc, je sais qu'avec nos mots, avec nos paroles, ça donne la force et on le voit, nous, en tant qu'humoristes. C'est que nous-mêmes, on est des grands prophètes aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'on dit que ça touche les cœurs des gens, alors que nous, à la base, on voulait juste te faire rire, tu vois. Tu reçois des messages comme ça. Ouais, mais ça, c'est vis-à-vis des autres, mais si on est un peu plus égoïste vis-à-vis de nous, quand tu parles, tu te soignes aussi. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi dans les phases difficiles. Moi, je suis très, tu sais, mon daron, je me rends compte avec le temps que j'ai hérité de beaucoup de traits de caractère de mon daron. Ouais, c'est dans la douleur, dans la difficulté, je vais me renfermer sur moi-même et je vais trouver une solution tout seul parce que je suis un homme, bordel. Ouais. Un homme, toi. Je vais demander de l'aide à personne. Oui. Après, ma palpite. Demander de l'aide à personne. Parce que sinon, les gens après, ils vont venir te demander. Ouais. Après ma palpite. Après ma palpite. Après, je suis là dans la maison, j'ai des palpites. Ah, bah, souci. Tu commences à boire du sirop sans eau. Tu mets du sirop, tu oublies de mettre de l'eau. C'est secret. On a des palpites, t'es là. Et en vrai,
Et en vrai, moi aussi, tu vois, je suis bon, des Congolais, on est tous chrétiens, les gens le savent, la plupart sont chrétiens. Bon, il y a quand même il y a quelques musulmans, mais on est beaucoup chrétiens. Donc oui, forcément, la foi, moi, j'aime bien traverser mes périodes de crise par la foi et par la parole aussi. Faut pas oublier, ça, c'est un vrai truc. C'est pas rester tout seul dans ton coin. Des fois, il faut parler. Parler. Moi, je me rends compte que quand je parle mais rien que le fait de dire ton souci, au lieu de le garder à l'intérieur de toi, juste de dire, ah, je vais pas bien, ou, ah, il y a ça qui m'embête, ou, qu'est-ce que tu penses de ça, à juste une personne, eh ben, déjà, ça te libère d'un poids, et ça te permet, déjà, de dire à l'aide, en fait. Oui, et les gens vont t'écouter, et les gens ont probablement, c'est même pas probablement. Les gens ont traversé les mêmes épreuves que toi, en fait. Ouais. Les gens ont traversé les mêmes épreuves que toi et ils peuvent te donner des solutions, en fait. Donc, c'est ouf. Et c'est en ça qu'on devrait démocratiser dans la communauté renois, en fait, le rendez-vous chez le psychologue, tu vois, le rendez-vous chez un spécialiste ou tu sais, quand ça va pas, d'aller voir des spécialistes. Ces gens sont là pour ça, en fait, pour t'écouter. Parce que, après, t'as vu comment on est, nous, on est très songi. Si tu veux pas raconter tes problèmes à quelqu'un, va les raconter à un psychologue. Oui, tu dis ça à un psychologue. Bon, faut payer un peu, mais dis-lui. Et au moins, lui, il va t'écouter, il va pas les répéter ça à quelqu'un. Après, tout le monde va le savoir. Ouais. Et lui, en plus, il va te donner des solutions. Non, mais oui, c'est vrai qu'on oublie, mais parler, c'est une manière d'extérioriser. Parler, écrire. J'ai découvert aussi que l'écriture, pas que dans le sens de la création artistique, mais écrire sa vie, écrire sa journée et tout. Okay. C'est un moyen de prendre de la hauteur sur tes soucis et de libérer beaucoup de choses, en fait. Tu peux pas savoir à quel point ça soigne d'écrire sur ta propre vie, sur ce que tu traverses, parce que ça te permet aussi après de revenir, en fait, sur des périodes du passé et de te rendre compte à quel point tu as évolué, ou ce que tu pourrais changer. C'est vrai que moi, à l'heure où je te parle, j'ai pas encore vu un psy, tu vois. En tout cas, quand j'ai des problèmes, parce que j'en ai pas la nécessité. En tout cas, j'en sens pas encore la nécessité, parce que j'arrive jusqu'à présent par la discussion, par la méditation, par la prière, par des discussions avec des gens plus sages que moi, tu vois, à trouver des solutions. Mais bien sûr que oui, si un jour je sens le besoin d'aller parler à un professionnel, j'irai, mais j'ai sans aucune honte aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, il y a honte que j'avais peut-être avant, tu vois, mais oui, on a grandi, en fait, et à un moment donné, il faut voir tout ce qui peut nous aider, en fait. Faut arrêter d'avoir des œillères ça, non, je peux pas parce que je suis noir, ça, ok, je peux, ça, je peux pas parce que je suis un mec de quartier, ça, non. C'est ouvert pour tout le monde, en fait, en vrai des vrais, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que je dis toujours, c'est que il faut pas forcer les choses non plus. Ouais. Moi, à cette heure-ci, je suis comme toi, je ne sens pas la nécessité d'aller voir un psy pour l'instant parce que j'ai besoin d'abord de me gérer moi, de faire ma méditation à moi, de prier et d'avoir cette discussion que je cherche avec Dieu. Donc, je suis dans ça maintenant. Mais demain, je pense que j'irai déjà pour quand j'aurai trouvé ma femme, tout ça, avant d'aller plus loin, je pense que moi, j'irai voir un psy parce que, comme je dis souvent, et il y a beaucoup de problèmes dans les couples et tout ça, c'est le côté toxique que les gens ont eu et qui ramènent dans leur nouveau couple. C'est-à-dire que choses qu'ils n'ont pas pu dire à leur ex toxique, il leur dit maintenant au nouveau innocent. Quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire. Le mec s'appelait Ryan, là c'est Karim, c'est pas la même personne. Mais comme j'ai pas pu dire ça à Ryan, je veux dire ça à Karim. Tu vois le côté toxique? Parce que c'est des gens qui viennent en fait dans des couples, dans des histoires brisées. C'est marrant, ça s'arrange pas. Tu veux y aller en prévention, quoi. Ouais, moi non, parce qu'en fait... Là, t'es célibataire actuellement? Oui, je suis célibataire. Et tu veux y aller genre en prévention pour pas... Oui, parce que j'ai pas envie de blesser la personne parce que j'ai été blessé avant. Toi-même, t'as été blessé. Tu vois? Et les gens font beaucoup ça et après, maintenant, ils vont avec des clichés dans des nouveaux couples. Ouais, j'en suis sûr, vous les mecs, vous êtes comme ça. Tu vois, les femmes qui sont trop attaques ou les mecs qui sont trop champions. C'est pas la même personne en face. Va t'arranger toi, après mets-toi dans les relations. Les gens, ils viennent trop aller jumper dans les relations. Ouais, paf. Mais c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que si les caca là-bas, lui, il repart avec son caca ici. Lave-toi, gros. Lave-toi. Tu viens salir les gens, ils sont innocents. Eux, ils viennent avec un bon cœur. Toi, tu viens parce que t'as été brisé là-bas, tu veux briser les autres. Tu vois ce que je veux dire? Lave-toi, il a dit. Lave-toi. Parce que là, t'es sale et tu veux salir les gens. Et c'est pour ça que moi, je dirais, j'aurais besoin peut-être d'aller voir un psy par rapport à ça. Parce que j'ai pas envie
de faire subir des choses que moi j'ai subies avant, tu vois. Et je pense qu'on a besoin de ça. Donc ça que là maintenant je suis en train de me restaurer déjà spirituellement. Physiquement, je reprends le sport et tout ça. Et je pense que même mentalement, j'aurais besoin de ça parce que ça reste pas facile, tu vois. Le monde dans lequel on vit, surtout en fait, le plus dur pour un artiste, je pense, c'est de pas mettre sa vie artistique dans sa vie. Il faut pas qu'on soit touché totalement, même si c'est difficile parce que les artistes sont des hypersensibles. Pour qu'on puisse écrire, trouver, penser à la place de certaines personnes, tout ça, c'est qu'il faut être hypersensible. Mais le plus dur maintenant, c'est de doser en fait cette hypersensibilité. C'est très très compliqué parce qu'en fait, on peut louper une scène, on peut louper un casting et ça nique notre journée. De ouf. Alors que il y a des enfants, il y a des femmes, t'as tout plein à gérer, t'as trop de choses à gérer, tu vois, je vais dire ou pas. Mais va là-bas, tu vois, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai dit que ce truc-là, il faut savoir le doser, sinon en fait, notre vie est rythmée par notre travail, c'est pas bon. Tu passes une bonne journée, tu reçois un message, oh, t'as pas été pris, hein. Paf. Maintenant, ça à midi. Mais la journée, elle est longue, wesh. Si on connaît. Tu vois, je veux dire. Ah oui, on connaît ça. Ça fait mal. Et ça serait bien de doser ça. Parce que les artistes, vraiment, il y en a, ils sont énervés, tu sais pas pourquoi. Mais si, il a loupé un casting pour Harry Potter, gros. Lui, dans sa tête, tu sais comment nous on est. Harry Potter, tanana, Warner, si je fais ça, ma vie va changer. On met trop d'amour dans ce truc, trop d'espoir et après on est déçu. Moi, ça m'est arrivé pour le Crocodile du Botswana. Hein. Ah, t'avais passé le casting pour le crocodile? Ouais, j'étais en dernier, j'étais en finale. Ah, c'était pour quel rôle? Le rôle principal? C'est vrai? Ibrahim Koma. Rôle principal, j'ai loupé. C'est après, oui, non, après, c'est le jeu, hein. Après, tu reçois la nouvelle, après, faut la digérer, il y en a qui... Mais moi, j'étais jeune à ce moment-là, donc c'était mon premier grand. Ça, Natia Ngona Moupanzi. Sur les côtés. Ça, je mets ça sur les côtés. Après, il y a encore 1000 euros. Ça, je vais au Bahamas. Voilà. 1000 euros, je fais les courses. Ça, c'est les pubs qui sont mauvais avec eux. 50 euros, j'emmène ma copine au McDonald's. Tu pourras prendre tout ce que tu veux. Arrête, tu reçois la nouvelle. Oh, on est désolé. Non, tu reçois l'appel. On est désolé. Vous êtes partie des finalistes. Ouais. On vous a beaucoup aimé, mais non. Ça le fera pas pour cette fois-ci. C'est dommage. Mais moi, ce que j'aime pas dans les pubs, c'est ça, en fait. C'est qu'ils nous montrent directement le contrat de ce qu'on va gagner. Ça sert à rien de faire ça. Vraiment. Faut dire à la fin, tu penses? Dis à la fin. Mais moi, j'y suis allé parce que sinon, j'y vais pas. Moi, s'il y a pas une belle somme, en tout cas pour la partie pub, ouais. S'il y a pas une belle somme derrière. Après, la plupart des pubs, ça va maintenant. Après, il y a des pubs, des fois, c'est n'importe quoi. Effectivement, le prix est dérisoire. C'est-à-dire que tu peux avoir plus largement avec Instagram, carrément. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Et là, du coup, c'est quoi tes projets, là, du coup, là? Mes projets, c'est donc l'écriture. La fin de mon spectacle. Là, je suis à plus de 40 minutes. C'est lourd. J'ai envie d'aller à 55. Là, je suis vraiment dans un seul en scène stand-up un peu. Et je suis vraiment pas dans les bails de personnages, même si je viens de ça, donc j'aime beaucoup les personnages. C'est vrai que c'est des très personnages. Je suis très personnage. Oui, c'était un mélange des deux, votre spectacle. Ouais, beaucoup plus de personnages. Stand-up, c'est arrivé après, carrément. Mais là, c'est vraiment du seul en scène. C'est vraiment de la discussion. Je suis vraiment là, je me donne plus comme un storyteller. Je raconte vraiment mes histoires. Et mes histoires, ça s'avère être marrantes, mais je raconte ma vie, en fait. Tu vois? Lourd. De toute façon, Avec stand-up, c'est aussi ça, hein. C'est ça le stand-up. Oui, J'ai raconté beaucoup Kevin Hart, c'est un storyteller avec des punchlines. Je suis vraiment dans ce truc-là, je raconte ma vie, tu vois. Et après, je mise vraiment beaucoup ma foi dedans, en fait. Il y a beaucoup ma foi qui est dedans. Mais ouais, je raconte ma vie, j'en ai besoin. Après, il y a des dates avec Zatis, c'est pas fini, on a toujours des dates et tout ça.
Après, il y a l'écriture de films, de séries et de courts-métrages. Donc, je continue partout, en fait. Lourd. Tant qu'on peut faire, on fait. Et puis, je suis toujours là aussi à aider ma sœur, Elodie Arnoux, qui est toujours là. Donc, là, elle est en congé maternité. Je l'avais aidé à faire un spectacle inédit pour France TV qui s'appelle Fécondé, qui est en replay sur France TV. En tant qu'auteur? J'étais metteur en scène. Je l'ai aidé un peu dans l'écriture, mais j'étais metteur en scène. Donc voilà, son co-auteur vraiment du spectacle, c'est Briac. C'est lui qui a créé le guide de l'humoriste, carrément pour les gens qui ont besoin, qui veulent commencer. C'est un guide vraiment bien complet. Donc on a fait ce spectacle Fécondé ensemble. Et après, moi j'étais dans le premier spectacle et 2.0. Je me rappelle plus. Mais quel metteur en scène? Non, ce spectacle, je l'ai tellement regardé. C'est Aïe Seigneur Jésus, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un très bon spectacle. Et là, il sera en tournée à partir de mars, je pense. Parce que là, il s'occupe de son enfant tranquillement. Et est-ce qu'on va te revoir, toi, au cinéma ou à la télé? Ouais, à la télé, ouais. Il y a des émissions. Mais via des émissions pour l'instant. Des séries, il y a les castings, tu connais, on fait des castings. Après, comme je dis, j'écris ma série, j'écris mon film et j'écris des courts-métrages. Donc, on va prier pour que ces films-là soient signés. Et puis sinon, bientôt, il y a un court-métrage qui sort de Dikoche. Vous pourrez me voir dedans. C'est vrai. Donc, voilà. Dès qu'il y a des projets de Dikoche, la plupart du temps, vous voyez mon nez, ma tête. Ah, mais de ouf. Donc, voilà. On essaie de faire croquer la famille. Ouais, depuis 2013. Et les gens talentueux, en plus. Moi, je t'aime vraiment beaucoup en tant que personne et en tant que comédien. Donc, ça me fait toujours plaisir. C'est pour moi, il est pour moi l'honneur. À chaque fois, je vous vois débarquer sur mes plateaux. Non, ça fait plaisir. Donc, on est dans ça et voilà. Donc, on continue à avancer. On va essayer de faire avancer plein de projets pour les gens de la communauté comme pour tout le monde. Aussi pour le Congo, si possible. Et tu me disais tout à l'heure que t'essayes d'être entre la France et Kinshasa, en fait. J'essaye d'aller souvent à Kin. Parce que je pense que c'est un pays qui est trop grand pour que ce soit un pays qui ne marche pas. Il est trop grand, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens sont... En fait, c'est inspirant. En fait, tout le monde est marrant là-bas, tu le sais. Tu vois, on le vit. Nous, on n'a qu'une infime partie de ce qu'il y a là-bas, vraiment. Avec nos familles et tout ça, et comme tu le vois, on a à peu près tous la même vie, tu vois. Il y a toujours un oncle ou 2, 3, 4 oncles super marrants. Et c'est des inspirations. C'est des gens, ils sont super forts en impro, tu vois. Ils savent même pas. Et à Kin, vraiment, il y a des trucs de fou. Et là, maintenant, il y a du stand-up qui commence à s'ouvrir. C'est vrai? Ouais. Oui, j'ai vu. Il y a des scènes. Il y a une petite scène là-bas qui est en train de s'ouvrir, qui est très très bien. Il y a le cinéma qui est en train de s'ouvrir aussi là-bas. Il y a des bons auteurs, des bons réalisateurs. Et toi, ton objectif, c'est quoi, du coup, à Kin? Moi, mon objectif réel, je mets ça entre les mains de Dieu, mais c'est vraiment d'avancer dans le cinéma là-bas et d'ouvrir des écoles. Parce que je pense qu'il y a besoin de structure, parce que les Congolais sont bons naturellement, mais ils travaillent pas réellement. Ils travaillent pas ça. Donc si tu cadres ces gens-là, ça peut aller très loin. Tu vois, parce qu'on a une image de la Côte d'Ivoire où il y a les Gou, les trucs, mais ils ont été cadrés. Ils sont cadrés. C'est les anciens. Nous, nos anciens, en fait, mais malheureusement, ils ne finissent pas comme ils doivent finir. On les calcule pas, ils finissent sans argent. Après, c'est dur d'évoluer dans un... Je pense pas que ce soit une question de cadre. Non, de travail, tu vois. Je pense que c'est aussi une question de... Tu sais, il faut que tu aies l'environnement aussi pour pouvoir... Oui. Il faut les structures. Oui, voilà, pour pouvoir éclore, t'épanouir, tout ce que tu veux, tu vois. La Côte d'Ivoire, pour le coup, Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont beaucoup plus avancés totalement. que le Congo là-dessus. D'ailleurs, il suffit de regarder maintenant, il y a beaucoup de productions françaises. Beaucoup de productions sénégalaises. Qui vont au Sénégal. En Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de productions aussi sénégalaises, il y a beaucoup de productions ivoiriennes. Ils sont devenus très, très professionnels ces dernières années. C'est vrai que Kinshasa, ça se fait, mais peut-être pas à la même vitesse que Kinshasa et que la Côte d'Ivoire et que le Sénégal. Mais pour faire court à ce niveau-là, je pense que tu le connais, tu sais ce que je vais dire, c'est qu'en fait, nous, déjà, on a un problème niveau art. C'est-à-dire que nous, on a fait une tournée à Kin avec Zatis. On a fait des dates là-bas. Frérot, pour trouver une salle sans acoustique, c'est chaud. Parce que eux, salle
c'est musique. C'est même pas salle de théâtre pour jouer sur scène. Tu veux dire ou pas? Déjà, il faut commencer déjà par le début. Oui, il y a peut-être moins de structure, oui, effectivement. Après, tu vas sur le côté théâtre. Eux, tu te dis, je fais du théâtre. Eux, ils te voient comme quelqu'un qui font les théâtres de chez nous à Keene. Et nous, théâtre, c'est des séries, ma famille ivoirienne. Donc, tu vois déjà... C'est de l'éducation. Mais après, c'est comme, écoute, le stand-up en France, il a évolué. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a un stade de maturité. Je pense qu'on commence à arriver à un stade de maturité où les gens sont éduqués, les gens payent pour aller voir du stand-up. Mais au début, quand on a commencé, il y avait pas, en tout cas moi, toi, on a commencé en même temps. Quand on a commencé, il y avait pas énormément de salles de stand-up. Non. Il y avait beaucoup de gens qui venaient voir du stand-up pour la première fois. Et il fallait les éduquer. Et t'as des salles au début, c'était pas des salles qui étaient prévues pour le stand-up. Donc, mais par contre, là maintenant, il y a beaucoup de comédie clubs qui ouvrent et les comédie clubs sont agencés de manière à ce que le stand-upper soit mis dans de bonnes conditions. Mais ça se fait avec le temps. Oui. Et oui, si il faut des mecs comme toi en fait, il faut des mecs comme toi qui ont envie d'aller là-bas pour développer, pour faire avancer les choses en fait. Oui, parce que il y a le talent. Il y a juste pas forcément le talent, ça c'est sûr. C'est incroyable le talent. Le talent, il est énorme. C'est trop. Les mecs savent tout faire. Incroyable. Ouais. Mais ils ont pas de structure. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ouf. Donc voilà. Mais on va travailler pour ça en tout cas. Calvin Winson. Oui, Dico. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la santé? La première chose, c'est la santé. Et la réussite, mais je pense que la santé d'abord. Calvin Winson.